Bonsoir à tous. Le comité départemental s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Ce soir, nous avons beaucoup de personnalités. On accueille notamment Nicolas Maes qui nous fera le plaisir d'animer ce webinaire. On a également David Santos, le président de la commission des arbitres, et Ludovic Perrichot, le vice-président de la commission. Charles, qui se cache parmi les nombreux participants, qui sera là aussi et sera là pour animer aussi et répondre à vos questions, faire un peu l'administrateur. Ce soir, troisième webinaire sur le thème de la relation entre les acteurs et la gestion des conflits au niveau de l'arbitrage. L'autre série du webinaire qui aura pour thématique la reprise sportive et la prévention des blessures avec Marc Mercier. Et mardi prochain, enrichir son projet associatif en se diversifiant, et on parlera notamment de la citoyenneté, des nouvelles pratiques et du vivre ensemble, et notamment avec Jocelyne Dufousseré, qui est également élue au comité départemental, qui nous fera un témoignage sur son club et notamment sur le basket santé. Voilà un petit peu. Pour des questions d'organisation et de fonctionnement, pour ce soir, on vous demandera de couper vos micros lors des présentations. Si vous voulez prendre la parole, poser des questions avec grand plaisir, juste levez la main ou dans le chat. Voilà. Bien sûr, on attend de vous que ça soit interactif. L'information n'est pas uniquement descendante. Voilà, pour qu'on puisse tous s'écouter et s'entendre, on va essayer de garder une ligne directrice. Donc voilà, on lève la main via le pictogramme ou via le chat. Ce webinaire est enregistré pour pouvoir le regarder en replay ensuite via la chaîne YouTube du comité. Je vous enverrai un lien à la fin de la séance où vous pouvez y répondre en marquant vos coordonnées, et pour recevoir l'ensemble des documents, le lien et une enquête de satisfaction où notamment on vous demandera si vous aviez des thèmes un peu plus particuliers que vous souhaiteriez qu'on aborde sur les prochains webinaires. Voilà. Je vais laisser la parole à David, le président de la commission. Et puis, je vous souhaite, moi, à tous un bon webinaire et au plaisir sur les terrains. Bien, bonsoir à tous. Donc, pour commencer, je vais souhaiter, comme de coutume en cette période, les meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette année. Petite intro, mais très rapide. Cette crise sanitaire nous a un petit peu réorienté sur comment on doit s'organiser pour organiser des nouvelles modes de communication sans pour autant oublier ce pourquoi on est là aussi, c'est-à-dire l'arbitrage pour ce soir. Notre volonté aujourd'hui, c'est de continuer à promouvoir le basket ce soir. Donc, hop, il y en a un qui éternue. Et surtout la partie arbitrage. Donc, on a fait la demande à Nico Maestre d'intervenir, chose qu'il a acceptée. La seule condition que nous avions, c'était de demander de sa participation à Bruno Vautier, qui nous a aussi accepté sans problème, à la condition, bien sûr, que ça soit ouvert à tous les arbitres de l'Occitanie, chose qu'on a fait par le biais de Jacob. Donc, je remercie à la fois Bruno Vautier pour nous avoir accordé la participation de Nico. Je remercie Jacob Moulin d'avoir diffusé à l'ensemble des arbitres de l'Occitanie pour qu'on puisse accéder à la demande de Bruno. Et bien sûr, je remercie Charles et Céline qui sont les salariés du CD31 et qui ont organisé ce webinaire de façon à ce que ça puisse réaliser et se faire. Puisque j'ai Ludovic Perrichot, qui est le vice-président de la commission, qui est présent, mais je l'en remercie aussi de vive voix. Et pour finir, bien sûr, je remercie Nico d'avoir accepté de participer et d'animer ce webinaire. Passer un bon moment. Effectivement, le but du jeu, c'est que ce soit participatif. Nico, je pense qu'il est à l'écoute sans problème là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Et bon webinaire. Merci, Nico. Céline, David et puis Charles, on a déjà un petit peu briefé juste avant, de façon à ce qu'on puisse vous présenter en 3/4 d'heure à peu près quelques éléments qui vous permettront d'avoir soit des connaissances supplémentaires en matière de gestion,
soit des outils, après, dans un second temps, pour peut-être mieux gérer sur le terrain, pour ceux qui sont sur le terrain, ou pour mieux enseigner la gestion pour ceux qui sont peut-être formateurs, parce que j'imagine, je vois qu'il y a Alain Buisson qui est là, il y a Marc, donc c'est plutôt des personnes qui sont de la formation, avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille. Donc voilà, je vois qu'il y a divers publics et je vais essayer du coup d'orienter à la fois les débats vers le pratiquant, l'arbitre et puis le formateur, l'observateur qui va donner des conseils. Voilà, donc mais belle et heureuse année à tout le monde, avec j'espère une reprise assez rapide sur les terrains. Nous, sur le niveau pro, on a la chance de continuer. Voilà, on n'est pas à 100% des matchs, mais en tout cas, ça ne s'est pas arrêté. Donc ça, je trouve que c'est bien malgré tout, même si ça fait un peu égoïste et que les pros continuent. En fait, ça permet surtout d'avoir sur l'équipe 21 les chaînes publiques du basket et de ne pas lâcher parce que justement, toutes les personnes qui restent chez elles avec le couvre-feu peuvent regarder des matchs. Et aujourd'hui, on voit que le basket est très, très suivi à la télé. Et je crois que ça permet quand même de rayonner un petit peu à l'échelle nationale et d'avoir peut-être pas un décrochage en fin de saison. Voilà, donc il faut sauver les meubles, en tout cas tout ce qui est sauvable. Quand il y a une crue, on met les meubles à l'étage, mais là c'est un peu pareil. On essaie de monter les meubles un petit peu plus haut. Mais c'est vrai que le coup, c'est que pour vous tous, j'imagine que voilà, tout est à l'arrêt ou quasiment. Du coup, c'est bien, je trouve, ce webinaire parce que ça permet de continuer à se voir, de continuer à parler, à échanger, à travailler. Et c'est vrai que là, je vais commencer une partie, mais n'hésitez pas, Charles est là pour orienter des questions, si c'est en lien avec ce qu'on voit ce soir. Voilà, on essaie de faire un petit tour par vos questions aussi. D'accord, donc il n'y a rien d'officiel. Moi, ce que je vous présente ce soir, c'est vraiment une partie que j'ai préparée pour vous donner donc, le maximum d'informations dans la relation entre les acteurs du jeu et la gestion des conflits. Ça sera dans un second temps la gestion des conflits. Est-ce que vous voyez bien, Céline, David? C'est bon? Ça passe? Oui. Est-ce que tu as possibilité par contre de mettre un plein écran ou non? C'est au max. Non. Ok, bon, c'est bon, ça passe. Je suis au max là. Ça passe. Ok, c'est ouais. bon. Ouais. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu la relation. Quel est l'objectif que l'on a tous sur le terrain, à la fois les joueurs et les arbitres? L'objectif, c'est vraiment que le joueur, l'entraîneur ou nous, l'arbitre, que ça se passe bien. Parce que si ça se passe mal, en fait, au final, on va droit dans le mur. Donc, c'est pas, in fine, ce qu'on souhaite. On va voir les causes qui peuvent amener à un conflit potentiel. Après, dans un troisième temps, on verra les comportements que peuvent avoir les acteurs et du coup, comment se comporter avec eux, comment les gérer quand ils sortent un petit peu du cadre. Et puis, on verra aussi une partie où on peut s'interroger sur divers aspects. Donc, on va le voir dans la première partie, c'est l'objectif commun, c'est de faire en sorte que la relation soit apaisée sur le terrain. Et on va voir qu'il y a différents types de communication. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la photo ici. On voit un arbitre en fait qui, avec le doigt, sermonne le joueur et qui lui fait comprendre en fait que c'est lui l'arbitre qui a les rênes du match. Et ça, c'est une attitude qui n'est pas forcément bonne quand on se met du côté de l'arbitre. Si on veut être le chef sur le terrain, c'est pas comme ça qu'on va en tout cas conduire une relation avec le joueur. Alors oui, il va nous obéir, il aura peur, il va avoir peur de la technique, mais c'est pas forcément l'objectif. A contrario, il y a l'entraîneur ou le joueur qui peut, lui, être vindicatif et montrer du doigt, nous harceler, nous haranguer, de façon à essayer de prendre le contrôle sur l'arbitrage. C'est pas forcément bon non plus. Donc il faut arriver à parer tout ça. Après, il y a les deux acteurs qui peuvent parfois mal se comporter. Ici, vous vous rappelez peut-être cette situation à NBA où un arbitre et un joueur sont arrivés tête contre tête, où les deux sont impliqués dans ce conflit et qui donne une image vraiment pas belle du tout, à la fois de l'arbitre dans un premier temps et du joueur aussi qui se contrôle pas et qui n'arrive pas à se maîtriser et qui se fait exclure dans la foulée. Voilà. Et ça, c'est une situation que j'ai vécue sur le championnat d'Europe. Alors, je voulais la mettre, c'est Paul Pogazol qui va prendre une faute technique dans la foulée, suite à une contestation qu'il a, alors qu'il mène de 6 points face à la Croatie. Il reste moins de 2 minutes à jouer. Il prend une faute au rebond et
et derrière, voilà, ça se passe pas bien du tout parce qu'il n'est pas content. Et il prend une faute technique avec, pour la petite histoire là, sur ce match. Le lendemain, Pau est venu s'excuser, puisque j'ai réarbitré l'Espagne. Il est venu de suite s'excuser comme un grand monsieur qui vient, qui s'est rendu compte en fait que ce qu'il avait fait, c'était pas bien du tout. Donc ça montre vraiment l'impact que peut avoir une attitude comme ça qui se passe mal sur le terrain. L'impact que ça peut avoir dans une équipe, puisqu'après toute l'équipe regardait ce qui se passait, le grand chef qui vient s'excuser auprès de l'arbitre, voilà, c'était presque comme une mise en action, mais qui était assez, comment dire, significative. Ensuite, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est la relation parent-parent. Alors ici, pardon, adulte-adulte, c'est ce qui nous permet, je me suis trompé en marquant parent-parent, la relation adulte-adulte nous permet en fait d'avoir un équilibre et de se parler, on va dire à peu près normalement. Bien sûr, les acteurs ayant eux leurs desiderata, leurs envies, leurs messages à faire passer, puis nous aussi. Mais si on passe sur un mode parent, à la fois nous arbitres ou eux joueurs ou coach, là ça peut être compliqué parce que quand on est parent, ça veut dire qu'on veut donner la leçon. C'est un peu l'image que j'ai montrée tout à l'heure, où l'arbitre pointe du doigt le joueur et lui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, et on n'est pas là pour dire aux joueurs comment ils doivent se comporter. Voilà. On est là pour faire passer des messages, on est là pour mettre des limites, mais on ne peut pas imposer des choses. C'est pas la meilleure façon, je pense, de faire passer ces messages. Et si on se met sur la position enfant, que ce soit le joueur ou l'arbitre, bon voilà, si on part sur ce mode-là, à se chercher des noises, deux joueurs qui commencent à s'invectiver sur le terrain, ben voilà, on n'est pas là pour faire la garderie, donc on est vraiment là pour faire en sorte que les gens se parlent normalement et pas comme des gamins. En résumé, j'ai marqué l'idéal pour bien communiquer, c'est la relation parent-parent, il faudra lire adulte-adulte. Alors, je vous enverrai le lien de ce qu'on est en train de voir ce soir, et ça vous permettra en fait de retrouver à peu près tous les éléments qui vont être vus dans la soirée. Les causes d'un conflit potentiel. Alors, il y a cette image que vous voyez là où la personne à gauche montre le 6 et la personne à droite montre le 9. Et j'explique ça avec quelque chose qui est simple, c'est que les deux n'ont pas le même point de vue. Et a priori, il y en a un qui voit le 6 et il a raison, l'autre il voit le 9 et il a raison. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue, en fait, qu'on a tort. C'est-à-dire que les deux ont raison. Et souvent, sur le terrain, on peut être amené, en fait, à avoir, selon l'angle avec lequel on a vu une situation, voilà, on va penser qu'il y a peut-être un tirage de maillot, une faute, et puis celui qui est de l'autre côté du terrain, il n'aura pas vu la même chose. Voilà. Sauf qu'on a chacun vu différemment, et bon, nous, forcément, arbitres, c'est nous qui prenons les décisions, et il faut arriver à les faire accepter ensuite au coach. D'où l'intérêt d'argumenter parfois et d'expliquer pourquoi lui il a vu le 9 et pourquoi lui il a vu le 6. Et bon, c'est déjà plus simple pour faire passer ces messages. Alors, il y a des éléments qu'il faudra prendre en compte. On l'a vu, la perception ou le point de vue. Il y a aussi l'interprétation et la connaissance des règles. À savoir que des acteurs parfois ne connaissent pas toutes les règles, ne s'en servent pas dans un premier temps, et puis du coup pensent parfois les connaître et à tort. Et c'est ce qui va conduire quelquefois à des conflits, puisque un pense avoir raison et l'autre sait qu'il a raison, ou croit en tout cas qu'il a raison. Donc voilà, ça c'est un élément à prendre en considération. On a aussi les incompréhensions, les désaccords qui peuvent arriver lors d'une rencontre. On a des intérêts divergents. Un arbitre, en général, il vient sur une rencontre, il n'a pas d'intérêt particulier, si ce n'est essayer de diriger son match et de le faire aussi bien qu'il le peut. Alors que les joueurs, eux, les équipes, auront forcément un intérêt qui est très souvent celui de gagner. Et voilà, selon après les enjeux liés au match, forcément, ça peut entraîner des pressions sur les acteurs qui font que ça peut aussi induire certaines attitudes, certains comportements. L'expérience de chacun. On peut avoir un arbitre très expérimenté avec des joueurs plus jeunes,
ou des joueurs avec de la bouteille et un arbitre très peu expérimenté. Et, bon, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui peut arriver dans ces cas-là, mais forcément, un vieux briscard avec un jeune arbitre, il va essayer de lui faire les petits coups qu'il sait faire, et forcément, ben, ça peut entraîner parfois, on va dire, des désaccords, en ce sens que le joueur avec de la bouteille, peut-être qu'il croit que ça va passer, et puis au final, ça passe peut-être pas, et du coup, voilà, ça peut le frustrer. Il y a le manque de connaissances, ça rejoint un peu les connaissances des règles, le stress. Un arbitre peut être stressé, un joueur peut être stressé, un coach aussi, selon l'enjeu, on l'a vu. Donc le stress peut après induire des attitudes sur le terrain qu'il faut savoir contrôler. Donc c'est à vous de déterminer quand vous êtes sur le terrain, de repérer justement ces signes qui montrent que les joueurs sont un peu énervés, stressés, ou voilà, et essayer de faire redescendre la pression le plus vite possible. On le verra après dans les outils. Le regard critique, je parle d'incohérence aussi. L'incohérence peut être très très souvent à l'origine de conflits sur le terrain, puisque vous allez siffler d'un côté et la même situation de l'autre, ou à peu près la même. Si elle n'est pas sifflée, forcément va mettre en rage peut-être l'entraîneur, parce que lui, il estime que c'est pas cohérent. Et puis après, vous avez la tolérance. Dans une troisième partie, là, je voulais vous montrer quelques conseils sur comment se comporter et comment gérer. Alors, se connaître, ce qui est important, c'est de connaître en fait les acteurs que l'on a sur le terrain. À savoir, si je sais quels sont les joueurs qui sont sur le terrain, ou quels sont les entraîneurs, si j'ai déjà arbitré ces personnes, ben, ça va être peut-être plus facile pour moi d'aller discuter avant le match, de glisser une ou deux phrases qui permet en fait tout simplement de désamorcer très très vite les pseudo-conflits qui pourraient arriver. Et le simple fait de dire bonjour à tous les acteurs avant le match, je trouve que c'est plutôt bien, parce que ça évite lors du premier assaut de ne pas avoir peut-être à donner un avertissement à un joueur. Premier mot qu'on va lui dire dans la soirée, c'est avertissement. Je crois qu'il n'y a rien de pire que ça, que de commencer une discussion avec quelqu'un par avertissement. Essayez de vous imaginer, vous êtes dans la rue, vous marchez, et il y a quelqu'un qui arrive et qui vous agresse et qui vous dit arrêtez ça, ou avertissement, ne faites pas ça. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Donc vraiment, aller discuter avec les gens pour essayer de savoir qui ils sont et d'arriver à entamer des relations diplomatiques. Se saluer, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, hein, c'est vraiment aller serrer la paluche des acteurs, ce qui permet un petit check déjà de se regarder, de se dire bonjour. Et ça passe de pas avoir de rancune par rapport à une rencontre passée, ça aussi, hein, ça peut être un élément qui va être perturbateur. Si un entraîneur a l'impression que chaque fois que Dupont l'arbitre, chaque fois ça se passe mal, voilà, ça part déjà sur des bases pas très bonnes, et donc il faut essayer, nous, de notre côté en tout cas, de faire table rase sur tout ce qui peut se passer sur des rencontres antérieures. Se respecter, ça c'est la base des relations. Si on ne se respecte pas, déjà, on ne pourra pas arriver à travailler ensemble dans la soirée ou dans l'après-midi. Donc vraiment essayer d'avoir le maximum de respect pour tout le monde, tous les acteurs, et surtout ne pas dénigrer qui que ce soit, ou ne pas mettre en évidence certaines personnes sous prétexte qu'on les connaît un peu mieux que d'autres. Faire preuve d'humilité, c'est vraiment savoir reconnaître ses erreurs. On va le voir après ça dans les outils. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, Charles, ou je ne sais pas, c'est un peu le début, donc... Pour l'instant, pas de main levée ni de questions. Donc tu peux continuer. Parfait. N'hésitez pas, hein, si vous avez des interventions, n'hésitez pas. Donc pour rentrer un petit peu là dans le vif du sujet concernant les relations avec les acteurs, j'ai découpé 4 zones. Donc il y a la première zone qui est la zone intime, qui implique une grande implication physique justement avec l'autre personne. Donc on est à moins de 50 cm en général de la personne avec qui on échange. Ça veut dire qu'on est quasiment en contact. Et donc si on est dans cette zone intime-là, ben voilà, ça peut être à la fois perturbateur pour l'arbitre qui ne souhaite pas qu'on rentre dans sa zone, ça peut être perturbateur pour le joueur qui ne souhaite pas. Mais il y a aussi des acteurs qui aiment bien venir
je sais pas, mettre une main sur l'épaule ou une petite tape amicale voilà. Et ce qui fait qu'il va rentrer dans cette zone intime, il faut savoir comment se comporter dans ce moment-là. Voilà, c'est une zone dans laquelle on ne peut pas s'agresser parce que ça partirait de suite en clash. Donc, il faut vraiment pouvoir l'accepter si on peut et s'en servir, mais peut-être assez vite s'éloigner vers la zone plutôt personnelle, qui est la zone des conversations particulières, donc qui se situe entre 50 cm, 1,20 m à peu près, qui fait que c'est là où on va échanger. Alors, on le voit aujourd'hui, nous, dans les salles, même au niveau pro, il n'y a plus de public, donc forcément, ces zones sont en train de se redécouper un peu. Quand il y a beaucoup de bruit, on essaie de se rapprocher pour s'entendre. Voilà, quand il y a moins de bruit, on peut se parler, même à 3-4 mètres, ça peut passer. Auquel cas, on est dans la zone sociale où les interactions se font avec les gens de manière cordiale, sans être trop proche. Donc, si on veut faire passer un message, je dirais qu'il vaut mieux être dans la zone personnelle, si on veut être sûr que la personne en face ait retenu ce message. Et puis, il y a la zone publique où là, on peut s'adresser, on le fait quand on arbitre à la voix, hein, quand on siffle une faute, on annonce la faute au joueur numéro 7 vert. Voilà, on va à la table, on se met à 7-8 mètres et on organise la gestuelle pour dire, voilà, faute au 7 vert, poussé, il y aura 2 lancers francs. Voilà, on exprime à toutes les personnes qui sont à 7-8 mètres dans notre rayon, c'est-à-dire quasiment tous les acteurs, on exprime notre communication, et là, c'est une communication plus impersonnelle. Voilà. Donc, plus on s'approche de la zone intime, plus on va rentrer dans une communication qui peut être très forte, puissante, mais à la fois destructrice si jamais elle est mal faite. Les outils. Donc ça, c'est une autre partie que je voulais voir avec vous. C'est en tout cas les idées que j'ai expérimentées qui font que ici, on le voit, l'arbitre en fait se place. Alors, les Américains sont très forts en termes de communication et j'ai eu la chance d'aller faire un stage là-bas en 2010 où j'ai appris tout un tas d'outils qui sont très très pertinents, à savoir se placer à côté pour échanger, ce qui permet en fait de se mettre en phase avec la personne et d'être avec elle, vraiment d'être à ses côtés et non pas face à face. Parce que le face à face, en fait, c'est l'affrontement. Et l'affrontement, si je me mets en face de quelqu'un pour lui parler, ça veut dire qu'il y a une barrière déjà un petit peu qui se met. Alors que si je suis à côté, on regarde dans la même direction, on voit la même chose, on parle, on échange sur ce qui va arriver et non pas sur... voilà, alors s'il faut recadrer un entraîneur, bien sûr, on ne va pas se mettre à côté, mais venir se placer à côté, c'est juste histoire de discuter. Et voilà, il n'y a aucun conflit qui peut naître à ce moment-là. Donc, je vous propose une vidéo. On voit pas la vidéo du coup. Ah, vous voyez pas la vidéo? Non. Aïe. Aïe, 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 vous voyez pas la vidéo. Est-ce que tu as le lien pour le mettre peut-être sur le chat? Moi, je la vois. Hein. Excusez-moi. Il y a certains, oui, on rencontre des problèmes de connexion sur certains qui ne voient pas la vidéo. Alors, je la repasse avec un autre format. Est-ce que Charles, tu la vois là? Charles, tu vois la vidéo là? Non, nous, on ne la voit pas. Non. Enfin, au comité, on ne la voit pas. Non. D'accord. Moi, je la vois effectivement, mais certains écrivent qu'ils la voient en saccadé. En saccadé. Alors, peu importe en tout cas, on va voir des images, on peut même faire des arrêts sur image. Hein. C'est l'explication en fait de ce que j'ai dit, c'est-à-dire se placer à côté du coach pour parler. Et à la fin, en fait, pour ceux qui ont la chance de voir peut-être l'écran, on voit l'entraîneur qui du coup met la main sur l'épaule et voilà, qui est rassuré par ce qui a été dit. Et quand bien même le coup de sifflet était contre lui, quand bien même ça se passait pas bien, voilà, à ce moment-là, après, il est satisfait. Et puis, du coup, vous voyez, ça finit bien. Et c'est quand même l'essentiel, c'est que au final, on repart, le conflit est désamorcé. Voilà, le coup de sifflet ne plaisait pas au départ et au final, on repart. Pour moi, c'est gagné quand on arrive à ça. On a une main levée, Nico. Ouais. Oui, c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas écrire en fait. Dans la discussion, si on veut écrire des choses, moi je peux écrire, mais ça ne veut pas s'envoyer.
D'accord, c'est un problème alors de... Peut-être quand tu es rentré, tu as été... Céline, c'est toi qui as, je crois, confirmé tous les présents, un par un? Normalement, c'est moi qui confirme tous les présents. Si c'est quelqu'un qui l'a accepté, c'est peut-être le cas. Il faut peut-être se déconnecter, se reconnecter. Je vous accepte. Ok, D'accord. bon, moi je vais faire ça. Merci. Sinon, vous pouvez parler avec la main levée, il n'y a pas de problème. Ouais, sinon parlez, n'hésitez Non, pas. Oui, ça sera mieux. non, non, merci. Mais si, vas-y, regarde, tu as pris la parole, de toute façon c'est trop tard, ça y est, c'est lancé, donc Non, 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 parce que non, là j'ai très chaud. Non, je vais écrire, je préfère écrire. tu préfères Merci. écrire. Alors, pas de faute, hein, parce qu'attention, s'il y a des fautes, on ne prend pas. Non, il n'y a Euh, pas de faute. Non, non, il n'y a bon, pas de souci. bon, le temps que tu écrives, je continue. Et là, Charles, tu vois quand même, après, tu vois la photo et ce qui apparaît? Ouais, ouais, c'est bon. Hein. Ouais, c'était que la vidéo alors, d'accord. Voilà, c'est ça. Je la voyais saccadée après. D'accord. Euh, donc, un autre outil, c'est échanger. Donc, c'est accepter les arguments. C'est bon, toujours pareil, se mettre en phase avec la personne. Écouter. Moi, souvent, je dis à l'entraîneur, j'arrive, je vous écoute. Déjà, le fait qu'il se sente écouté, voilà, il se dit, ouf, je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Il dit ce qu'il a à dire. Voilà, je vous ai écouté. Maintenant, moi, je vous donne mon argument ou mon point de vue. On a échangé. On a accepté les arguments. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Vous n'avez pas vu pareil. Bon, mais voilà, il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Sauf que la décision est prise. Voilà, on joue. Mais en tout cas, il a été écouté. Le fait d'être écouté, ça permet quand même de mieux accepter la décision de l'arbitre. Je pense, enfin, pour l'avoir vécu, je pense que c'est préférable. Alors, une autre vidéo, peut-être saccadée, j'espère pas trop. 13 points, 3 rebounds and 3 assists, keeping them close. Batum hands it off to Fournier. Now Plumlee, Batum gets it to Gobert, and he's fouled by Walker. Donc là, ici, on a une situation en fait où vous allez voir l'arbitre. Ici, j'ai fait un arrêt sur image pour montrer que l'arbitre, après la décision, il y a Nando De Colo qui vient discuter avec lui. Et vous voyez, la discussion se fait... Je vais baisser le son. La discussion se faisait plutôt côte à côte, avec pas de gestes plus haut les uns que les autres, à la fois de la part du joueur ou de l'arbitre. Et ça permet, voilà, de repartir, se positionner. On a fait passer son message. Et on voit que le joueur est plutôt d'accord avec ce qui se passe. Vous voyez, parce que Nando, c'est quand même un joueur qui n'est pas trop facile dans la relation avec les arbitres. Et là, on voit qu'il est plutôt calme et apaisé. En tout cas, la communication de l'arbitre lui convient. D'autres éléments, c'est la communication verbale et non verbale. Alors ça, vous connaissez, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, communication verbale, c'est savoir parler sur un ton calme. Si on parle calmement, c'est déjà plus simple. Là, on voit un entraîneur qui semble ne pas être calme, en tout cas, avec cet arrêt sur image. Et c'est déjà plus difficile de communiquer avec quelqu'un qui est énervé. Donc, à nous, arbitres, d'essayer de le refaire descendre, soit avec des gestes, soit avec des mots, en parlant pas trop fort. Parce que si on parle trop fort, forcément, ça va monter dans les tours, hein, à la fois de son côté et puis d'une autre. Donc, voilà. Et essayons d'apaiser au maximum les acteurs. Et puis la communication non verbale, on en a parlé juste avant, avec les mains, essayer parfois avec un geste, un sourire, d'arriver à faire, j'ai marqué un pacte de non-agressivité. On voit très bien ici que le sourire de l'arbitre là permet de désamorcer quel que soit le conflit. On sent que voilà, il n'a pas envie en tout cas de sanctionner et que ça s'envenime. Donc c'est un petit peu l'objectif recherché. Les questions peut-être arrivent, Charles? Il y a une question, c'est marqué, c'est pas un arbitre de basket. Ah. Tu as pris l'image d'un arbitre de foot, mais c'est quand même de l'arbitrage, et il y a quand même de la communication, que ce soit dans tous les sports. Ouais, je pense... Vas-y, oui. Tu es obligé de communiquer avec les acteurs. Tu peux pas refuser la communication avec les acteurs quand on te demande ou quand on te pose une question. Alors, je dirais oui et non.
il y a des moments, en fait, alors oui et non, tu vas voir pourquoi, c'est que celui qui vient toutes les 3 minutes te réclamer quelque chose, au bout d'un moment, on va lui faire passer le message, on va lui dire voilà, ça ne sera pas possible. Donc à nous de stopper quand c'est trop régulier. Il y a des moments dans le match où tu ne peux pas le faire, je sais pas, il reste moins de 2 minutes, c'est le money time, là c'est concentration maximale et c'est plus la place ou le moment de discuter. Et puis, on va dire que tout le reste du temps, à peu près, il faut trouver le moment, alors pas pendant la phase de jeu, mais plutôt quand le ballon est mort, au moment le plus opportun, après un temps mort, au cours d'un remplacement, je sais pas, quand il y a des lancers francs. C'est le moment peut-être où on peut plus facilement échanger. Et pour ceux qui se rappellent de Tony Parker, Tony était très fort en communication avec les arbitres. Il allait souvent, quand il allait parler aux arbitres, vous regarderez si vous voyez des images, il y allait pendant les lancers francs. Et c'est un moment qui va durer une série de 2 lancers francs, c'est à peu près 1 minute de ballon mort. Et voilà, il sait qu'il a 30 secondes pour placer ses messages à un moment où l'arbitre est paisible, tranquille, il fait sa petite gestuelle. Donc il y a des moments où les acteurs savent communiquer avec vous et vous devez savoir aussi les moments où il faut y aller. Donc c'est pour ça que je te réponds à la fois, oui, il faut si possible communiquer, mais pas trop non plus. Nico, il y a une question de Louise. Doit-on laisser désamorcer l'acteur s'il est vraiment énervé avant d'engager la conversation? Très bonne question. Je dirais oui. À moins que ce soit si évident que de toute façon il y a un pétage de plomb qui fait que on ne peut pas ne pas sanctionner. Donc, mais sinon, si on sait qu'on va gérer l'action, la situation, si on voit quelqu'un énervé, on va d'abord le laisser redescendre. Donc, on va peut-être aller gérer à la table de marque, annoncer la faute, s'occuper d'un remplacement, faire comme si on l'avait. Puis petit à petit, on va le laisser redescendre. Il y a peut-être un partenaire, joueur, joueuse qui va aller le calmer un peu, et puis on va arriver pour passer le message. Mais c'est vrai qu'il y aller à chaud, c'est dangereux. Il y a Constance qui a levé la main. Ouais. Oui, bonjour. J'avais une question. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des situations donc, de discuter avec des acteurs du jeu, donc joueurs ou coachs. Et en fait, la conversation, on n'atteint pas de but final, on va dire. Et du coup, je voudrais savoir si vous aviez des outils pour écourter en quelque sorte la conversation, mais tout en restant convenable pour pas que ça perturbe et ça gâche trop le temps de jeu. Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Comment écourter? Alors, chaque situation est vraiment différente sur le terrain. C'est-à-dire que chaque personne, quand tu connais les acteurs, nous on a la chance d'arbitrer tout le temps les mêmes personnes, les mêmes équipes, donc on les connaît et je sais très bien avec telle personne que je vais faire comme ça, avec une autre plutôt comme ça. Pour écourter, tu vois, par exemple, je prends le cas, hier soir, j'ai eu une situation entre 2 joueurs qui s'agacent. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui fait faute sur ces deux meneurs de jeu. Il y en a un qui fait faute sur le meneur porteur. Et celui qui fait faute se plaint que l'autre en rajoute un peu. Donc, il y en a un qui fait faute, il se plaint, l'autre n'est pas content que l'autre se plaigne. Et les deux commencent à se parler. Alors, il faut se mettre au milieu. Alors, ça ne va pas jusqu'à la faute technique, mais. Et au bout d'un moment, on sent qu'on n'arrive pas trop à les calmer. Bon, et je prends le ballon, je siffle, ballon blanc sur le côté, je mets le ballon en jeu. Et du coup, le blanc, il est venu, hop, il a pris le ballon et il a joué. Donc, c'est une façon de lui dire, si tu joues pas, tu perds le ballon. Donc, tu vois, ça, c'est un élément. Après, tu as d'autres acteurs. Il faut savoir leur dire, écoute, là, on est dans le match. Pour l'instant, je suis en train d'arbitrer. Je voudrais bien te répondre peut-être après le match ou à un moment opportun, mais là, je peux pas. Là, je suis concentré. Et si tu me déconcentres, je risque de mal arbitrer et les erreurs, elles peuvent se retourner contre ton équipe. Donc, laisse-moi arbitrer. Après, ça peut être des gestes aussi. Tu vois, de dire à un joueur, stop, on ne parle plus. Voilà, j'ai déjà expliqué, je ne peux pas en rajouter, maintenant on arrête, on joue. Voilà, il y a plusieurs éléments, mais on pourrait en trouver d'autres selon les situations. Après, c'est vous qui allez vous faire votre background justement, votre expérience de comment gérer les acteurs. Merci. Avec plaisir, Constance. Alors, juste, moi, je voudrais savoir, est-ce que, alors, désolé, Grimaud, vous avez réussi à résoudre le problème du chat? Eh ben, pas du tout. Tant pis.
Allez, il faut poser la question à l'oral, du coup. Non, ben non, on est passé sur notre sujet, ça reviendra plus tard. Non, mais dès que j'ai une question, je lèverai la main. De toute façon, j'ai compris que je pouvais plus écrire. Et par contre, je sais pas, qui c'est qui parle là actuellement? C'est Perrine Grimaud. Perrine. Perrine, c'est ça, Perrine? Oui. D'accord, mais c'est bon, c'est noté. Ok. Merci Perrine. De rien. On continue? D'autres questions? Ou peut-être on y reviendra après, Charles? Non, c'est bon. Allez, je reprends du coup la seconde grande partie, on va dire, de la soirée, qui est la gestion de conflits. Oui. Excuse-moi Nico, je ne sais pas si Charles a vu, mais il y a Fabrice Servino qui a levé la main. Fabrice, on t'écoute. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Ouais, c'était pour revenir un peu sur le. Ouais, bonsoir. C'était pour revenir un peu sur la discussion par rapport à l'approche avec les joueurs. Je suis d'accord qu'à partir d'un certain niveau, on peut s'expliquer avec les joueurs ou avec les coachs. Mais au début, il y a des équipes où il y a des coachs qui ne connaissent pas forcément les règles. Et je ne veux pas dire que c'est une perte de temps, mais même si on essaie de faire du social, qu'on arrive avec le sourire et qu'on y met du sien, parce que moi j'aime beaucoup arbitrer, au bout d'un moment, un vendredi soir, tout le monde est claqué, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident, quoi. Donc de trouver les mots ou de trouver du temps, quoi, quand on est dans des niveaux départementaux, on va dire. Là, c'est vraiment. J'étais avec Christophe. Mon dernier match, je crois que c'était avec Christophe. Il m'a dit, honnêtement, vous avez du courage. Ça veut tout dire, non? Ouais, tu as raison. C'est sûr que moi, je fais par rapport à l'expérience que j'ai sur les niveaux où je suis, mais j'ai la chance d'être passé sur les niveaux départementaux, régionaux. Et je pense qu'on peut toujours faire un peu de pédagogie, malgré tout. Et le peu que tu as, même si tu apprends à un joueur un vendredi soir qu'il n'a pas le droit de faire, je sais pas, de s'accrocher au filet quand le ballon est en contact avec l'anneau, peut-être qu'il ne le savait pas, et quelque part, tu lui auras appris quelque chose. Et si à la fin, il vient te serrer la main, et tu lui dis, ben voilà, si ce soir, j'ai pu te donner un élément qui t'a fait progresser toi en tant que joueur, parce que ce soir, tu t'es accroché au filet, voilà, tu as fait perdre 2 points à ton équipe, et ton équipe a perdu de 2 points. Donc, prochaine fois, si tu ne le fais pas, peut-être que ton équipe va gagner. En fait, c'est vraiment responsabiliser tout le monde sur, notamment les joueurs, sur le rôle qu'ils ont dans l'équipe. Et notamment, alors encore une fois, là, moi je parle de ce qui me concerne sur les joueurs internationaux. On travaille beaucoup sur les règles parce que un point pour Rudy Gobert, un point de sauver, c'est peut-être une qualification pour une demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà. Et s'il arrive, grâce à une règle, à comprendre qu'il peut faire quelque chose qui va lui faire gagner un point ou une stat supplémentaire ou une faute à moins, multipliée par le nombre de joueurs, voilà. Et si les entraîneurs comprennent que chaque joueur a un rôle précis et si chacun peut être briefé par l'arbitre, s'ils veulent faire confiance, ils vont s'y retrouver. Alors après, oui, s'ils viennent pour ne pas vraiment s'amuser, c'est dommage, quoi. Mais c'est à nous, après, voilà, de trouver ce juste milieu et de faire en sorte qu'ils s'amusent malgré tout. D'accord. Après, c'est de la théorie que je te dis là, c'est pas facile, oui, non, je sais. Non, mais après, c'est intéressant. Après, mais je pense qu'on va pouvoir le revisionner, là, les conseils que vous nous donnez, non, ce soir? Oui, tu pourras le voir tranquillement. Et puis, vous verrez, il y a même, j'ai préparé 2 pavés avec des clips où il y a des situations, vous pouvez vous entraîner, regarder, et puis voilà, vous ferez ça quand vous voudrez. Ouais, je pense que ça pourrait aider pour se remémorer suite à un match qui a été. Je pense que ça pourrait aider, par la suite. Après, c'est vrai que les vidéos, ça saccade, les vidéos, et on ne peut pas chatter, c'est vrai. D'accord. Bon, désolé. D'habitude, avec Teams, les vidéos passent plutôt pas mal, et notamment sur Rise, là, le programme que j'utilise. Mais de toute façon, bon, vous les aurez, les vidéos, après. Le but, c'est vraiment plus d'échanger ce soir, et après, n'hésitez pas à y revenir dessus. Ok, super, merci. Avec plaisir, Fabrice. Alors, gestion de conflit. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut évoquer. Tout à l'heure, on parlait de connaître les acteurs. Moi, quand j'arrive sur un match, même si c'est la première fois que je rencontre un entraîneur, j'essaie toujours de savoir qui il est, donc quel est son nom, son prénom, son palmarès,
Par exemple, hier soir, donc j'ai arbitré à Istanbul une équipe italienne de Sassari. Et voilà, et pour dire bonjour au coach, j'ai dit buonasera Gianmarco, puisqu'il s'appelle Gianmarco, tutto bene. Je parle pas italien, mais le fait de lui glisser 3 mots en italien, de lui dire son prénom, mais voilà, déjà on accroche avec la personne. Le fait d'appeler quelqu'un par son prénom, déjà, je trouve que c'est une marque de respect, en ce sens que déjà on connaît la personne. On a pris le temps de savoir qui elle est. Et c'est pas juste un coach là qui est dans sa zone de banc et nous arbitres qui avons le sifflet. Voilà, on va passer une soirée ensemble et donc je pense que c'est important de vraiment, voilà, je refais le lien avec la première partie tout à l'heure, de se connaître. Donc voilà, on va préserver nous le bon déroulement du match, hein, faire en sorte que les joueurs jouent avec si possible du fair play. C'est pas toujours le cas. Et malheureusement, quand c'est pas le cas, ben, il faut arriver à une sanction quand c'est nécessaire. Alors, bon, là, je vais passer une vidéo. Alors, si c'est saccadé, on va faire des arrêts sur image pour permettre de... Je ne sais pas si vous voyez, au moins de voir ce qui se passe. Donc, on a 2 joueurs à l'intérieur, là, au rebond, qui se tiennent. Voilà, qui se poussent, qui se soulèvent, et c'est sifflé. Donc, et là, il y a un joueur, là, Joan Passav, du CTEI, qui se fait pousser et qui renvoie le ballon. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc il y a un joueur blanc qui le pousse dans le dos et lui qui jette le ballon dessus. Voilà. Et là, de suite, forcément, on arrive avec un début d'échauffourée qui se calme très vite malgré tout. Et le mieux dans ces cas-là, c'est ce que font les arbitres, c'est de se réunir de façon à voir un petit peu ce qui s'est passé, faire le bilan de ce qui s'est passé, et puis voilà, anticiper sur les décisions après qui vont être prises, à la fois une faute technique pour un joueur, puis pour l'autre, et puis voir comment on va reprendre le jeu. Alors, une phrase de quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Florent Aquéen. Je pense que la plupart d'entre vous peut-être le connaissent. Florent, il arbitre en JP Elite aussi. Il est toulousain. Il a fait des actions de formation en Occitanie, donc peut-être que certains l'ont croisé parfois. Et il m'a dit un jour, dans l'action, il arrive parfois que des conflits surviennent. Aussi peut-il être difficile pour les acteurs du jeu de contrôler leurs émotions. Et c'est vrai que les émotions, c'est ce qui fait que un acteur va peut-être à un moment sortir de ses gonds et puis dire ou faire un geste ou dire un mot qui ne va pas et malheureusement se faire sanctionner par la suite. Alors, excusez-moi, j'ai la suite qui arrive. Donc ces émotions, en fait, il peut être difficile de les contrôler. Et on va essayer de voir un petit peu, voilà, ici il y a la première émotion qui est la peur, qui peut amener de la violence physique et verbale, qui est aussi une des causes de la baisse de l'estime de soi. Donc la peur de gagner, la peur de perdre, la peur de l'adversaire fait que un acteur peut se retrouver à donner un mauvais coup. Voilà. Donc ça peut être une des causes en tout cas de conflit. La tristesse, donc on n'est pas content, on n'est pas satisfait de son résultat, de la façon dont on joue, un joueur qui est pas content, voilà, de sa soirée parce qu'il a fait peut-être il a 0 points et puis des balles perdues. Voilà, ça peut amener aussi beaucoup de frustration. Il y a la joie, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire peut-être le trop plein d'excès de confiance qui fait que derrière, on peut s'être amené à narguer, à chambrer un petit peu l'adversaire. On a aussi la colère qui va couper du raisonnement logique. Donc, un joueur en colère ou un coach en colère, après, difficile de le raisonner. Et c'est là où ça part en cacahuète parfois. Ok, Nico, il y a une main levée, c'est Emmanuel de l'Ariège. Oui, Emmanuel, on t'écoute. Alors, on n'entend pas la question, c'est pas par écrit, j'espère? Non. Ah là, oui, ça y est, le micro, vous m'entendez là, non? Ça va mieux. Oui, on t'entend.
Ça va mieux. Bonjour, merci Nicolas pour cette présentation. J'avais une question concernant la vidéo qu'on a passée juste avant sur la partie conflit où on voyait qu'il y avait une altercation. Je me disais, là vous êtes à 3 arbitres, donc il y avait les 2 qui étaient dans la foule, dans les joueurs pour s'écarter. Il y en avait un qui était en retrait et qui regardait bien la situation. Et nous, on est 2. Et quand ce genre de choses arrive, qu'est-ce qu'on doit vraiment privilégier en fait? Je veux dire, il y en a un qui doit aller vers les joueurs et il y en a un autre qui doit vraiment être en retrait, ou est-ce que les 2 se mettent en retrait et on regarde qu'est-ce qui se passe? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de règle, il n'y a rien de marqué dans le règlement qui dit ce qu'il faut faire. Par contre, moi, ce que je conseille, allez, on va dire que 80% du temps, ça marche. En tout cas, il y en a un qui doit plonger, si possible, dans les joueurs, si c'est assez tôt, et les séparer. Donc, si possible, en prendre un, peut-être le plus énervé, et le séparer. Ce qui fait que l'autre collègue peut peut-être regarder ce qui se passe de façon plus globale. Voilà. Mais il se peut que le collègue soit obligé de venir intercepter s'il n'y a que 2 protagonistes. Chacun prend le sien et puis on les sépare. On sépare les équipes, on les met dans une zone différente du terrain, on les laisse se calmer. Ça rejoint un peu la question de Constance aussi tout à l'heure. Donc, séparer les 2 équipes, une en zone avant, une en zone arrière, voilà, tout le monde est séparé, c'est bon. Maintenant, on se rejoint et on discute. Le fait de rester loin, ça permet aussi quand même de voir s'il n'y a pas des remplaçants qui rentrent, s'il n'y a pas d'autres coups donnés. Oui. Donc, c'est bien qu'il y en ait un, je dirais, qui aille dans le tas, et puis l'autre qui reste peut-être un peu en recul. Sauf s'il sent que c'est le moment aussi d'aller aider, quoi. Voilà. Mais sans règle absolue, tu vois, ne va pas dire après derrière, Nicolas il m'a dit de faire ça, j'ai fait ça. C'est toi qui dois le sentir, tu vois, sur le moment. Et en discuter aussi avant avec l'arbitre avant la rencontre pour voir comment ça va se dérouler et si jamais il y a un incident qui se passe en plein match durant le jeu. Le plus important, c'est en fait le premier qui va agir. Le fait d'agir très vite, en fait, ça permet vraiment de stopper un début de bagarre. Parfois, c'est parce qu'on n'y va pas que les joueurs commencent à se mettre des claques, et c'est là où c'est parti. Une fois que ça commence, c'est trop tard après. Mais bon, en Ariège, je sais que les gens sont plutôt bien remontés. Je me rappelle quand j'allais à l'ESAT, c'était copieux. Il y a Servan. Attendez, je fais une intervention parce que là, tout le monde m'envoie son adresse mail. En fait, non, on ne s'est pas bien compris. C'était uniquement pour Portes ou Portant qui n'avait pas de connexion. Et pour recevoir le replay. Pour les autres, comme ça a été dit en début de visio, vous recevrez à la fin un lien pour renseigner vos coordonnées et recevoir l'ensemble des documents que vous présente Nico ce soir et le lien vers le replay. Voilà, donc ne m'envoyez pas vos adresses mail maintenant. Ça sera tout à l'heure à la fin de la visio. Voilà, merci, désolé. Merci. Servan, tu avais levé la main. Oui, parce qu'en fait, là, on parle arbitre, mais dans les cas d'une bagarre, justement, s'il y a des entrées des joueurs ou quoi que ce soit, il y a les OTM aussi qui sont là pour ça. Donc, oui, qu'ils aillent au contact des joueurs. Et après, ils sont épaulés par les OTM à la table, justement, qui ont le devoir de regarder justement de moins ce qui se passe et pour pouvoir les seconder dans ce cas-là. Oui, Servan, tu as entièrement raison. Une assistance pour dire il y a ce remplaçant qui est rentré ou il s'est passé ça dans le dos de l'arbitre, effectivement, ça peut en tout cas les aiguiller sur l'état d'esprit des acteurs. Même si vous n'avez pas le pouvoir de décision et de sanction, ça peut quand même aiguiller, et forcément, c'est un outil. Bien vu. Donc, c'est une décision, mais on peut, dire ce qui se passe, voilà, c'est notre devoir aussi. Je pense que tu es OTM, Servan. Non, c'est bien, tu as raison. Donc, la surprise qui peut générer de l'incompréhension, et bon, là je vais passer sur, là c'est les méthodes utilisées de façon à sanctionner. Ici, alors bon, pareil, je passe une vidéo, mais j'espère que ça va bien diffuser. Câble un petit peu, c'est Gianmarco, le fameux entraîneur là, que j'ai arbitré hier soir de Sassari.
voilà, il fait partie de ces entraîneurs, quand on les connaît, qui, là, en fait, veut faire réagir son équipe. D'ailleurs, regardez le score, 49-56, dans le milieu du troisième quart-temps. Quand il prend une faute technique, il sait très bien qu'il y a faute, mais il veut faire réagir son équipe. Et donc, il veut la faute technique. Lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est un joueur qui est obligé de venir calmer. Bon, ça, c'est une attitude qui n'est pas bonne parce qu'il va falloir le faire redescendre. Alors, il va descendre, voilà, il y a un petit geste amical. Mais bon, là, il risque gros parce qu'au début, pour moi, c'est clairement... D'ailleurs, je pense qu'il l'a prise, la faute technique, vu qu'il y a un lancer franc. Donc, ici, bon, après, dans les outils, on va parler... bon, on n'a plus trop de temps hein, pour aborder tous ces sujets, mais grosso modo, moi, la respiration m'aide beaucoup pour faire un travail sur soi, avant le match, pendant le match. Je travaille beaucoup avec la respiration de façon en fait, à souffler, à être souvent en apnée. Quand je suis en apnée pendant les situations de pause d'écran, d'action de tir, de rebond, ça me permet en fait de ne pas siffler avec un coup de sifflet parfois un peu réflexe qui part, vous savez, j'ai vu, tac, je siffle, et finalement, ah mince, il ne fallait pas siffler. Donc ça me permet de retenir le coup de sifflet et c'est toujours un gros plus parce qu'il faut remplir les poumons pour siffler, donc ça laisse une demi-seconde pour amorcer un coup de sifflet et se dire au dernier moment, finalement, ben non, je ne siffle pas. Cadrer, donc ça, il faut savoir le faire. Cadrer, bon, on en a parlé un petit peu, mais dire aux joueurs, en fait, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, faire passer nos messages. Si on siffle l'évidence, forcément, c'est plus facile de ne pas se tromper, parce que ça convient à tout le monde. Et avertir, donc ça rentre dans le cadre, la pose du cadre. Cadrer, avertir, c'est dire en fait ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et puis après, voilà, après il y a la faute technique. Ça, c'est on va dire, un des derniers ressorts que l'on a, c'est pour maintenir le cadre. Voilà, si les joueurs n'acceptent pas, ben, on va mettre des fautes techniques. Bon, vous connaissez les cas, je les ai listés, mais voilà, c'est peut-être pas exhaustif. Il y a juste ben, la plupart des situations que l'on retrouve de fautes techniques. Être serein, ça permet d'éviter déjà aussi, on l'a dit, hein, d'être moins stressé et puis de maîtriser ses émotions. C'est important qu'on puisse savoir être calme et serein, parce que si les joueurs ne le sont pas, à contrario, il faut au moins qu'il y ait une personne sur les deux qui le soit. Et on va aborder le dernier pavé là, de la tricherie, avec ce clip qui, vous le savez, lorsqu'un joueur feinte ou essaie de tricher, c'est une faute technique. Donc ici, c'est un joueur d'Ibos de Monaco qui, sur le tir, en fait, ils avaient déjà été avertis, l'équipe, et sur le tir, en fait, voilà, il simule une faute, donc c'est une faute technique, alors qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une faute sur le tireur. Donc, on le voit ici, il lance le ballon, et après, il se tourne, il se jette pour tomber. Voilà, et à la fin, au final, il sait très bien, puisqu'il le fait, de toute façon, ce sont des joueurs aussi qu'on connaît. Hein. Je pense que dans les championnats que vous arbitrez, vous connaissez les joueurs qui sont susceptibles de tricher. Juste ici, ça c'est un petit rappel qui va permettre en fait de reprendre. Quand on met une faute technique, vous savez, c'est toujours un moment d'émotion un peu particulier. Ou chez nous déjà, à la fois chez le joueur, ça peut être forcément mal vécu, et chez nous l'arbitre, c'est souvent, voilà, mettre une faute technique, c'est signe de... Je suis sûr que si on avait... alors nous on a la chance d'avoir une montre là, qui prend les pulsations, mais je pense qu'au moment où on met faute technique, on a fait l'expérience avec... c'est un arbitre japonais qui avait, avec sa montre à la fin du match, qui avait regardé les pulsations, quand il a collé une faute technique. Vous savez, en plus, au Japon, ils sont plutôt zen, plutôt très, très zen même. Ben, il est monté à 190. C'est-à-dire que même s'il ne le laisse pas transparaître, le cœur s'emballe. Vous savez, on vit ces moments parfois comme oh, purée, faute technique. Et là, on ne sait plus ce qui se passe. On ne maîtrise parfois pas tous les débats. Donc, si une faute technique est sifflée, prendre le temps. Voilà. Aller à la table,
annoncer la faute. Et moi, ce que je vous invite à faire, et je le fais avec mes équipes, je le dis dans tous les briefings, s'il y a une faute technique, même si c'est simple la réparation, on se rassemble. Ce qu'on a vu là dans la vidéo, on se rassemble et on se dit quoi? À qui est la faute technique? Là, c'est Dibost. Ok. Est-ce qu'il n'en a pas déjà eu une ou une faute antisportive, auquel cas il va aller prendre la douche plus tôt? Comment on répare? Par un lancer franc de quel côté? Avec quel joueur? Est-ce qu'il y a un remplacement qui va se faire avant pour faire rentrer un joueur qui va tirer? Où on va reprendre le jeu ensuite? Donc, où s'était arrêté le jeu quand j'ai sifflé? Puisqu'au moment où je siffle, il faut reprendre à ce moment-là. Donc, quelle équipe contrôlait le ballon? Est-ce qu'il y avait entre deux? Est-ce que c'était un rebond? Est-ce qu'il y a 14, 24? Alors, peut-être que vous, ça ne vous concerne pas trop l'appareil de 24, mais c'est aussi à prendre en compte. Donc, voilà. Et ça permet de passer 10-15 secondes ensemble, de redescendre, souffler et repartir avec surtout la bonne réparation. Parce que si on met une faute technique pour contrôler le match et qu'à la fin, le match, on ne le contrôle pas, parce qu'on est en train de faire tirer un lancer franc, mais pas du bon côté, ou pas par le bon joueur, ou, enfin, voilà. C'est vraiment important de tout maîtriser jusqu'au bout. Nico, il y a 2 questions. Comment Oui. tu justifies une faute technique pour tricherie à un coach? Ouais. Alors, pour moi, c'est simple. C'est simple. Et hier soir, à nouveau, enfin, dans tous les matchs, on retrouve ces situations. Hein. Il y a un joueur qui en rajoute, qui essaie d'aller chercher un contact sur un tir à 3 points, qui triche. Donc, j'avertis, je vais voir le coach après et je lui fais passer le message. Et je lui dis, mais coach, vous savez très bien, mieux que moi, que ce joueur, il le fait à chaque fois. Il me dit, mais oui, mais même à l'entraînement, il le fait. Mais voyez, enfin, on le sait, il triche. Ben voilà. Donc, vous le savez, vous le connaissez, votre joueur. Vous le connaissez mieux que moi, vous savez qu'il triche. Un joueur qui triche, il ne le fait pas une fois dans la saison. C'est quelqu'un qui va le faire à tous les matchs parce qu'il croit que ça marche. Ou peut-être que ça a marché. Peut-être que quand il le fait, ça marche aussi. Donc voilà, lui dire, vous savez mieux que moi, en fait, ce qu'a fait votre joueur. Et ça le valorise en plus. Ça valorise le coach parce que du coup, ça le rend plus connaisseur que nous. Et quelque part, tout le monde est content. Et la seconde question, est-ce que cela rentre dans le cadre du flopping, la faute technique qu'on peut voir dans la vidéo? Oui. On appelle ça du fake. Fake, c'est simulé. En anglais, flopping, c'est tomber en simulant. Donc, c'est en rajouter, c'est-à-dire sur un contact. Bien sûr qu'il y a contact, mais le joueur qui va tomber sur... Vous savez, quand il y a un joueur qui vient, porteur, qui vient se mettre sur le défenseur, qui vient faire un reverse sur le défenseur et que le défenseur part en arrière, c'est impossible que le joueur ait traversé ses appuis puisqu'il est en train de faire un reverse. Et donc, le joueur qui en rajoute, c'est du flopping. Donc, c'est le geste, vous savez, ce geste d'avertissement. Ça répond aux questions, Charles? Oui, ça répond. Ouais. Il n'y a pas de réaction, donc je pense que tu as répondu aux 2 questions. Eh bien, écoute, on va finir avec Perrine, qui va faire un petit jeu avec moi. Perrine, tu vas voir, c'est simple. Non, mais C'est un vrai faux. Donc, c'est à toi de dire si c'est vrai ou faux, la phrase que je vais annoncer. Et après, on va voir si tu as raison ou pas. D'accord? Tu es prête à jouer, Perrine? Allez. Allez. Retarder le jeu est un cas de faute technique, selon toi? Oui. Bah, oui, non. Retard. Ah, bah, je sais pas. Imagine, un joueur marque un panier, et après avoir marqué le panier, il prend le ballon, il le garde, et il pose le ballon plus loin. Je parle 2 fois, mais après la 3e, ça tombe. Non. Oui. Alors, on va dire oui. Oui, on va dire oui, parce que ça veut dire ça vaut un avertissement, et la fois d'après, c'est faute technique. Ok. Le recadrage n'est pas un outil de gestion. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, c'est un outil. Eh bien sûr, on l'a vu. La colère est une émotion de base. Bah oui, c'est humain, on est humain, non? Très bien. À chaque émotion d'un joueur, il y a une faute technique. Non. Non. Bien sûr. Ah, pourquoi j'ai mis oui? Bon, je me suis trompé dans le paramétrage. C'est non, bien sûr. Oui, on ne va pas mettre une faute technique chaque fois qu'il y a un sourcil qui se lève. Ignorer les avertissements répétés de l'arbitre est un cas de faute technique. Oui. Ça, oui. Par contre,
On peut avertir une fois, mais pas deux. Sinon, après, on ne sait plus où s'arrêter. Seul le premier arbitre peut mettre une faute technique. Non. Balancer les coudes pour intimider est légal si je ne touche pas. Ça dépend. Il y a balancé et balancé. Non, moi, je dirais faux. Ouais, balancer, tu sais, c'est vraiment se rapprocher du joueur ou de la joueuse pour intimider. L'arbitre peut gérer un conflit par de l'écoute. Oui. Ouais, ça rejoint ce qu'on a vu. Aucune action ne mérite de faute technique directe. Oula, aucune action ne mérite. Ça veut dire, est-ce qu'il faut chaque fois avertir avant de mettre une faute technique? Question, alors, je vais dire faux. Ouais, tu connais un cas, par exemple? Tu peux me citer un cas? Il y a un cas de code de jeu qui est une faute technique. Non? Quelqu'un peut l'aider, peut-être? Qui c'est qui vient à sa rescousse? Ouais, c'est vrai, la personne vient m'aider. Le CD 31, là. Moi, j'aurais dit sortir de la zone restrictive par la touche pour éviter les 3 secondes. Ouais, alors. Ouais, oui et non. Je pense qu'il faut, là, il faut le gérer avant de coller une faute technique là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux discuter avec le joueur, lui expliquer, tu vois, plus. Donc, c'est pas directement une faute technique. Mais il y a un cas dans le code de jeu qui est prévu, un cas voilà, bon, qui n'arrive pas souvent, mais qui est prévu. C'est le dernier lancer franc. Donc, intervenir sur le ballon dans la trajectoire vers le panier. C'est automatiquement une faute technique. Ah. Voilà. Bon, prochain webinaire, c'est code de jeu. Il vaut mieux respirer si j'ai une situation de gestion à faire. Oui. Ouais, c'est mieux, ouais. Un bon coup de respiration et c'est reparti. Ah, Bon, 9 sur 10, ça passe crème. ouais, c'est moi qui t'ai trompé en plus avec le paramétrage d'une question. Donc voilà. Moi, j'en ai fini avec la présentation que je voulais vous faire. Après, bon, s'il y a encore d'autres questions, je suis prêt à répondre. Mais on a déjà dépassé le temps. Il y a une main levée. Oui. Hop. Alors, la main levée, c'est Constance. Oui, j'ai une autre question. En tant que jeune arbitre, souvent, j'ai un body language qui n'est pas très imposant, on va dire, quand j'arbitre surtout des catégories seniors masculins. Et du coup, j'aimerais savoir si vous aviez des outils ou des recommandations. Ouais, pour travailler ce fameux, cette communication non verbale, ces attitudes, c'est ça, les déplacements, Oui, la gestion. oui, voilà, parce que j'ai l'impression que j'ai beau vouloir m'imposer par de la prestance ou être droite, vouloir être juste tout le temps au bon moment, mais le fait que je sois jeune et en plus parfois que je sois une fille quand j'arbitre des garçons qui sont beaucoup plus âgés, ça influe pas en ma faveur, on va dire. Ouais, je comprends. Écoute, je verrai deux outils. Le premier, c'est la vidéo, c'est-à-dire te faire filmer, quelqu'un qui vient te voir et qui te filme. Et le fait de te voir une fois, deux fois, trois fois, petit à petit, tu vas forcément te dire non, ça j'aime pas ce que je fais ou ça c'est bien. Regarder aussi ce qui se fait peut-être sur les matchs télévisés ou sur d'autres matchs, de voir ce que les arbitres font de bien et de te dire allez, ça je vais essayer de le travailler. De peut-être faire venir quelqu'un de proche, ça peut être un de tes parents, un ami, une amie, enfin quelqu'un et qui te dise, parce que même quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément dans l'arbitrage peut te dire, ben voilà, quand tu as parlé avec le joueur, là, tu étais trop près, ou là, tu n'as pas fait des bons gestes, tu as fait des gestes qui étaient trop grands, ou pas assez, ou tu t'exprimes pas assez fort. Parce qu'il y a aussi la parole, il n'y a pas que le langage corporel, tu vois, tu as aussi la parole. Le fait de parler fort, distinctement, d'annoncer les fautes à la voix, ça va te donner de la prestance. Et là, les gens vont te regarder, tu vois. Tu siffles faute, 10 blanc. Tu arrives, le 10 blanc, il a poussé, il y aura 2 lancers. Bah, déjà, ils vont plus t'écouter que si tu arrives et que tu fais ta petite gestuelle dans le coin. Oui. Je ne sais pas, je ne te connais pas, alors je ne sais pas si c'est comment tu arbitres, mais voilà. Et le fait de te voir en vidéo et de te faire assister par quelqu'un qui va te faire un retour comme ça,
Bon, mais petit à petit, tu vas le travailler et le progresser. Super, merci. Avec plaisir. Est-ce que il y a d'autres interrogations? Il n'y a pas d'interrogation dans le chat. Ou des gens qui veulent prendre la parole, peut-être? Voilà. Peut-être s'il y a des gens qui ont vécu des situations de conflit et qui n'avaient pas la réponse, voilà, peut-être qu'on peut apporter des réponses à cette situation que vous avez vécue. Hop, il y a des mains levées, donc c'est bien. Il y a Ganto, 31. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, Allô? on t'écoute. Ok. Alors moi, depuis que j'arbitre, au tout début, quand j'étais jeune arbitre pour la première saison que j'arbitrais, j'avais eu une bagarre en fin de match, c'est-à-dire c'était la fin du match, il y avait eu le coup de sifflet final, les joueuses se checkaient entre elles jusqu'à ce qu'une n'a pas aimé que l'autre la check et il y a une bagarre qui a éclaté. Je voulais savoir comment on gère dans ces cas-là. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Enfin, un peu surpris. Comment je me pose encore la question comment il faut gérer à ce moment-là de la rencontre, quoi. Hop, il faut que tu remettes ton micro, Nico. Pardon. Je dirais une bagarre entre filles, c'est assez rare. J'en ai pas vu souvent. Le peu que j'ai vu, c'est que ça tape pas pareil quand même que des garçons. Une bagarre entre mecs, ça peut cogner. Donc je pense que on peut facilement arriver à essayer en tout cas de les séparer. Ça fera quand même l'objet d'un rapport si toi tu es encore dans la salle et que tu vois ce qui s'est passé, bien sûr, même si tu vois pas ce qui s'est passé, mais il faut déclarer qu'il y a eu une bagarre et décrire ensuite les faits de ce que tu as vu. La première chose, c'est d'essayer de séparer les protagonistes. Alors souvent, dans ces cas-là, soit tout le monde s'en mêle, soit il y en a qui viennent séparer, et c'est toujours plus simple. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi, je vais juste vous raconter le tout premier match que j'ai arbitré. J'étais pas encore officiel, j'étais en formation, donc département. C'était mon club, il n'y avait pas d'arbitre ce jour-là, c'était contre Duravel, c'était Montauban Duravel. Duravel, c'était chaud, hein, c'était le père d'Alain Jardel qui était coach à l'époque. Et c'était un village où c'était pas facile d'aller gagner pour les équipes adverses, et quand ils se déplaçaient, c'était assez tendu. Et moi, j'étais jeune arbitre, je voyais les fautes, les marchés et les sorties de balles, mais c'est tout, quoi. Et à l'époque, il y avait des entre-deux. Les entre-deux se faisaient. Et il reste 2 secondes à jouer dans le match. Et je siffle entre deux joueurs. Jusque-là, tout s'est bien passé. Je lance le ballon. Et là, un joueur de Montauban saute et au lieu de taper le ballon, il tape le visage de l'adversaire devant. Et bagarre générale. Et là, de toute façon, quand on est au niveau départemental, tout à l'heure, je crois que c'est Fabrice qui l'a évoqué, on n'a pas que des acteurs qui viennent pour s'amuser, malheureusement. Et voilà, ils n'ont pas tous peut-être les mêmes intentions. Il faut faire avec. Voilà, bagarre générale, de toute façon, on ne peut pas se mettre au milieu quand ça tape dans tous les sens. C'est pas le but. Après, on compte les points, mais il faut s'adapter à toute situation. Voilà. Chaque conflit mérite en fait une adaptation. Et vraiment, moi, ce que je veux voir avec vous ce soir, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est surtout, je vous ai donné les outils pour éviter qu'il y ait les bagarres. Et si vous avez bien jugé ce qui s'est passé, si vous avez bien arbitré, si vous avez calmé les conflits, normalement, il n'y a pas de pépin à la fin. Et souvent, quand il y a des bagarres, quand même, c'est que ça vient de nos décisions qui ont été trop laxistes ou qui ont été trop permissives pendant le match. Donc voilà, c'est un peu la phrase pour terminer ce webinaire sur une confusion qui vous permettra d'avoir peut-être un élément à garder en tête, c'est stopper les conflits avant que ça dégénère. Alors, il y a une autre main levée, c'est Ayaya. Je t'écoute. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tu peux parler plus fort ou te rapprocher de ton micro? Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon? Oui. Alors, j'ai arbitré un match amical
avec l'équipe où je suis actuellement. Mhm. Et au milieu du match, comme au début, je sifflais presque pas, parce que comme c'était un match amical, tout se passait relativement bien, jusqu'à ce que l'autre équipe se met en proie de vouloir absolument gagner le match. Et du coup, ça commence à se taper sous la raquette. Et du coup, ça part assez loin jusqu'à ce que il y ait le pivot de l'équipe où je suis, hein, qui commence à se bagarrer. Alors, comment appréhender ces situations et éviter que ça arrive, même si, je sais pas, peut-être que j'ai un peu donné aussi la réponse là en disant que j'ai été laxiste au début en me disant que c'est bon, c'est un match amical, on va les laisser jouer tranquille, c'est un truc simple. Et non, c'était juste, de savoir est-ce que sur des matchs simples où on a l'impression que c'est vivre la simplicité du match où il faut siffler tout de suite. Alors, je pense que tu as répondu en fait à ta question, et c'est très bien d'ailleurs, parce que comme ça, j'ai pas à y répondre, parce que à mon avis, tu as tous les éléments. Le premier, c'est déjà qu'il n'y a pas de match amical. On parle tous de matchs amicaux. Nous, enfin, moi, je n'arbitre plus de matchs amicaux. C'est un match que j'arbitre. Et les joueurs sont là pour se préparer, pour... voilà, le but, c'est forcément de gagner. On ne vient pas jouer au basket pour perdre. Donc, moi, je comprends, l'équipe adverse, tu les laisses jouer, ils veulent gagner, ben, ils vont faire tout ce qu'il faut pour gagner. Après, tout vient de nous. C'est la permissivité ou pas qui va engendrer après les relations. Il y a une question de Patrick Bruni. Comment gérer des spectateurs qui enflamment un match par leur comportement ou les insultes? Ben là, en période de Covid, c'est plutôt facile. Non, je te dis ça en fait, mais j'ai arbitré un match à Bourg-en-Bresse où il y avait 30 personnes qui avaient été autorisées à venir parce qu'elles appartenaient à un comité d'organisation. Enfin, bon, voilà. Et sauf qu'il y en a un qui a commencé à vociférer, sauf que dans une salle, quand il y en a un qui vocifère, c'est ce que vous connaissez parfois dans les matchs départementaux. C'est terrible parce qu'on n'entend que lui et il a fallu le gérer alors que d'habitude il y en a 5000 et les 5000 vocifèrent et ça se passe très bien. Donc, bah, effectivement, quand c'est un spectateur, il faut, je pense, essayer de passer par le responsable de salle, l'entraîneur, pour essayer de voir si c'est un parent de joueur. C'est souvent des parents qui sont là pour supporter. Donc, essayer de passer par quelqu'un qui va faire en sorte que ça se gère. Parce que si le responsable de salle ne fait pas le job, après, on peut aussi peut-être stopper le match. Voilà, ça fait passer un message, histoire de dire, on reprendra le match quand ça sera plus calme. Voilà, sans s'énerver, toujours pareil, c'est juste essayer de faire passer des messages, de jouer des jokers. Ok, je vais donner la parole à Louise. Bonsoir à tous. Bon, déjà, Nicolas, merci beaucoup pour la présentation et merci au comité de nous offrir la possibilité de faire ces webinaires. Moi, j'avais une situation sur laquelle j'avais un peu buté pendant un match région jeune où je siffle une situation, un coach n'a pas réagi à outrance par rapport à la situation que j'ai sifflée. Je viens pour désamorcer la situation et on en reste là. Plus tard, après du coup le match, le coach vient me voir en disant « Je comprends la décision, merci d'en avoir discuté pendant le match. » Il me dit « Maintenant, c'est difficile de nos jours d'apprendre à nos joueurs comment défendre correctement puisque chaque week-end, on a toujours une différence dans les façons d'arbitrer. Chaque arbitre a sa façon d'arbitrer et ne siffle pas forcément la même chose et du coup, c'est compliqué. » Donc voilà, je voulais voir quelle réponse on pouvait du coup amener à ce genre de réflexion à un coach. Ouais, alors, ils ont raison à la fois et malgré tout, ils doivent faire et composer avec les arbitres qu'ils ont ce soir-là. Donc, c'est au moins essayer d'être cohérent, on en a parlé tout à l'heure, c'est être cohérent au moins au sein de cette rencontre que tu arbitres.
Déjà, le fait d'être cohérent, de lui dire, voilà, là j'ai sifflé une faute à votre joueur parce que, je sais pas moi, il était en retard, il s'est déplacé latéralement, et, euh, et de dire, je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous inquiétez pas, si jamais ça arrive de l'autre côté, je le sifflerai aussi. Après, sur la cohérence au sein du groupe et du comité, on va couper l'enregistrement, mais on ne pourra pas être cohérent. Enfin, c'est pas possible de. Imagine le nombre d'arbitres que l'on est, le nombre d'expériences différentes entre les jeunes arbitres, les expérimentés, ceux qui techniquement ont joué, ceux qui n'ont pas joué, ceux qui, selon ce qu'ils voient, selon l'endroit où ils sont placés, selon comment ils analysent. Il y a tellement de paramètres qu'être cohérent sur cet aspect défensif, c'est compliqué. Après, on le travaille, c'est-à-dire qu'il y a des stages, il y a des formations pour essayer de repérer les éléments clés, mais c'est compliqué, quoi. Donc, effectivement, moi, je préfère donner raison souvent aux coachs. Leur dire, oui, tu as raison, c'est vrai qu'on n'est pas cohérent. Mais moi, j'essaie en tout cas d'être cohérent ce soir, tu vois, essayer de donner raison à tout le monde. Oui, tu as raison, c'est compliqué. Je comprends tes joueurs. Par contre, voilà, moi, je te redonne les principes. Et ce soir, ça sera autorisé, mais ça ne sera pas autorisé. Au moins, dans la soirée, il va pouvoir évoluer comme ça. J'espère que ça répond, Louise, à ta question. Ouais, super, merci. Bon, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté derrière à la fin du match et il a dit qu'il comprenait ma décision. Mais je comprends sa position en tant que coach, la position des joueurs dans le sens où c'est compliqué d'apprendre une défense si c'est sifflé différemment chaque week-end, quoi. Ouais, mais même pour toi, c'est compliqué d'arbitrer tous les week-ends avec un arbitre différent. Parce que tu sais qu'il y en a un qui peut-être va être plutôt tolérant, l'autre moins. Même nous, entre nous, déjà, il faut s'adapter. Donc, tu vois un peu, après, selon les équipes, il y a trop de paramètres pour que on essaie de faire au mieux, mais c'est très compliqué, c'est sûr. Ouais, complètement. Mais voilà, je comprends et je voulais partager du coup ce que j'avais entendu de la part des coachs, quoi. Mais c'est sympa, merci. Ok, je vais donner la parole à Karim qui va clôturer un peu cette partie d'échanges qu'on a tous ensemble. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, du coup, j'ai une question. Bonsoir. Et bonne année à tous. Plus en tant que formateur, j'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner aux jeunes arbitres qui évitent à tout prix les conflits, la gestion à faire avec les arbitres. Donc, bon, des fois, on a des arbitres de 15 ans, 16 ans qui se retrouvent à des matchs seniors et qui évitent complètement la gestion, quoi. Ouais, je pense qu'il faut les inviter, pourquoi pas regarder ce webinaire, parce que vraiment, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout au long de la soirée, que si on ne gère pas le conflit, tôt ou tard, ça va se transformer en pugilat. Donc, il ne faut vraiment pas fuir. C'est pas simple, c'est un bon apprentissage. Après, c'est surtout leur dire qu'ils vont se tromper. C'est pas parce qu'à 15 ans, tu vas aller voir un coach que tu vas réussir à le gérer. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, j'avais arbitré Alain Jardel, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France féminine après, par la suite. Et à 15 ans, je lui ai mis une faute technique. Je lui ai dit, coach, je vous respecte, mais par contre, vous ne me respectez pas ce soir, donc je vous mets une faute technique. Voilà, c'est ne pas avoir peur. Sûrement que j'ai pas bien fait ce soir-là, peut-être que j'ai bien fait, je sais même plus. Mais en tout cas, c'est ne pas avoir peur, essayer, tenter des choses, tenter des phrases, tenter des façons de gérer, ça marche pas, et c'est comme ça qu'on construit son arbitrage. Mais on va pas réussir du premier coup, donc c'est nous les épauler, les formateurs, et leur dire, essaie et vois si ça marche. Si ça marche, tu réutilises, si ça marche pas, tu changes de braquet. Ok, merci pour ta réponse. Avec plaisir, Karim. Alors, vu qu'il y a un invité spécial, je vais lui donner la parole. Puisqu'il a levé la main, c'est Marc Vignol. Merci, Charles. Nico, pour revenir à la question qui est posée, déjà, je pense que l'erreur qu'il y a, c'est qu'un jeune de 16 ans, il ne faut pas le faire arbitrer des seniors s'il est tout seul ou avec un gamin de son âge. Ça, c'est sûr. Que ça va partir en cacahuète obligatoirement. Et aujourd'hui, depuis un long moment d'ailleurs, tu le sais, on fait travailler le code de jeu, pour la simple et bonne raison que si tu maîtrises le code de jeu, déjà, tu ne seras pas en situation moins, je dirais, en situation de conflit parce que par le biais de tes compétences et de tes connaissances. Donc après, c'est que du savoir-être et plus du savoir-faire.
Donc ça, il faut que les formateurs, vous ne laissiez pas des gamins de 15-16 ans arbitrer seuls, comme tu viens de dire, des matchs seniors, avec un Alors, arbitre. pas forcément seul, hein, il peut être avec un adulte. Hein. Mais s'il a de la gestion à faire, il va préférer s'effacer et laisser l'adulte faire. C'est vraiment dans ce sens-là. Oui, mais Où il faut que le jeune arbitre, de lui-même, puisse régler les problèmes s'il y en a. Ce qu'il faut faire, c'est travailler une piste de travail avec un adulte, puis on va lui dire, ben voilà, c'est toi qui vas gérer les situations conflictuelles. Voilà, ce sera que son job, et il va apprendre petit à petit à gérer toutes ces situations. Et quand il arrivera à l'âge adulte, eh ben, il n'aura plus de soucis, et ça deviendra un Nico Maestro 10. On l'espère. Ouais. Ok. Ok. Il n'y a plus de questions. Je vais déjà te remercier, Nico, pour l'intervention qui était de très grande qualité. Tu as su répondre à toutes les questions et c'est vraiment bien. Merci pour ta disponibilité. Je sais que tu as un emploi du temps qui est très chargé, que tu bouges un peu partout. Hier, tu étais loin et tu as fait l'effort d'être présent pour nous. C'est bien et c'est bien pour tous les arbitres. Voilà. Je vais te laisser la parole pour conclure. Ouais, écoute, moi, c'est toujours un plaisir d'intervenir, de partager un peu l'expérience que j'ai. Et puis en plus, c'est au sein de l'Occitanie, c'est ma ligue, c'est ma région. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Ouais, je rentrais là de déplacement. Je t'avais dit, j'espère que ça passera. C'est passé, tant mieux. Et du coup, à l'occasion, s'il y a d'autres créneaux, n'hésite pas. Si je peux intervenir et peut-être échanger avec vous comme ce soir, c'était assez sympa. Il y a eu de bonnes questions. Perrine a fait un 9 sur 10 ou quasi 10 sur 10, on va dire, au petit jeu. Donc c'est bon, ça passe. Ça passe. Merci Alors, à tous et à toutes.